Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Parachat de Vayekel. C'est une parachat que j'affectionne particulièrement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va terminer le livre de Shemot. Le livre de Shemot, c'est le livre de la délivrance. Pourquoi? Parce qu'on a commencé une phase très noire de l'histoire du Ham Israël, puisqu'on commence par l'esclavage en Égypte, parce que le peuple est éreinté, ça fait 210 ans qu'ils sont en esclavage, et c'est comme ça que s'ouvre le livre de Shemot. Et en fait, au fur et à mesure, on va passer du point le plus sombre jusqu'au point le plus élevé, puisqu'en fait, on va arriver dans notre paracha, celle qui va presque terminer le livre de Shemot, avec la semaine prochaine Pekoudé, où en fait, on va arriver avec un peuple qui est construit, un peuple qui est en connexion avec Hachem, et un peuple qui a construit le Mishkan. Et le Mishkan, on va en parler, en fait, c'est cette connexion qu'on avait en permanence avec le divin. Ça veut dire qu'en fait, ils ont fini le livre de Shemot et ils sont littéralement au top. Alors on a envie de se dire, dans cette période, comment on fait pour passer du point le plus sombre au point le plus lumineux? Comment on fait pour faire ce retournement de situation? Comment on fait pour faire, comme on dit à l'approche de Purim, comment on fait pour faire Vena Forhu? Comment on fait pour faire un renversement de situation? Alors en fait, sachez que le livre de Shemot, il nous dit de manière comme ça subliminale que c'est grâce à la force des femmes. Ce livre de Shemot, c'est une immense louange à la femme juive, depuis le début jusqu'à la fin. Et en fait, on voit que petit à petit, c'est elles, à chaque fois, qui ont extirpé un peu plus la situation et qui ont en fait monté le niveau du Ham Israël pour passer du point le plus bas jusqu'au point le plus haut. Et le livre de Shemot, on l'appelle le livre de la Géoula. Parce qu'il préfigure en fait tout le processus de la Géoula. Alors venez, on va essayer de voir quelles sont nos forces, quelles sont la force des femmes juives et comment on va réussir nous, avec nos petits moyens, avec nos petites possibilités, comment on va réussir à renverser la situation dans des temps qui pourraient être obscurs. Alors, trois choses. La première, c'est quoi? C'est la sérénité. Vous allez voir. On s'appelle Nashim Sha'ananot, comme ça il nous appelle le prophète Ishayahu. Nashim Sha'ananot, ça veut dire femme sereine, pas hystérique, sereine. Deuxièmement, la générosité. Vous allez voir, alors là c'est... Toute la paracha, elle va montrer à quel point le cœur des femmes, il est généreux. Vous allez voir, c'est juste incroyable. C'est qu'une louange. Et troisièmement, c'est son côté passionné. On va en parler, ça c'est quelque chose dont on a hérité de Chava et qu'on sait très bien mettre à contribution. D'accord? Alors, comme je vous ai dit, le livre de Shemot, il commence par le point le plus obscur du Ham Israël, puisque nous sommes en plein esclavage. Et les hommes sont dans les champs. Ils travaillent jusqu'à 1h, 2h du matin, ils ne s'arrêtent pas. Et après, ils sont censés rentrer chez eux. Mais ils se disent, attends, demain, je dois être sur le champ à 6h du matin. Non, tu sais quoi? Laisse tomber. Je vais aller comme ça, je vais me jeter, je vais dormir comme un animal par terre dans les champs. Et c'est comme ça, en fait, que les hommes, finalement, commençaient à ne plus rentrer chez eux. Et les femmes, elles se parlent. Vous savez, mon mari et sa grand-mère, elle appelait ça radio de Fina. C'est comme ça, elles se parlent. Il est rentré, ton mari? Non, il n'est pas rentré. Moi non plus, il n'est pas rentré. Quoi, ton non plus, il n'est pas rentré. Laisse tomber. Ils sont tellement fatigués qu'ils ne veulent plus rentrer chez eux. De toute façon, quand bien même, ils ne vont pas rentrer, ils ne vont pas avoir des relations avec leurs femmes. Ils n'ont pas envie d'enfanter une future génération alors qu'on est en plein esclavage, on est en plein Auschwitz. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, elles disent, non mais qu'elles ça ne tienne. Qu'est-ce qu'elles font? D'abord, elles se font belles. Premièrement, c'est écrit qu'elles s'apprêtent, elles se font belles. Ensuite, elles débarquent dans les champs. Mesdames, elles débarquent minuit, 1h du matin, avec des petits cadeaux. Des petits cadeaux qu'elles ont pêchés par-ci par-là. Qu'est-ce qu'elles ont pêché par-ci par-là? Eh bien déjà, elles ont pêché des poissons.
puisqu'elles ont le Nil à disposition. Donc pas grand-chose à disposition, mais le Nil, il est là. Ah, des poissons. Et elles se mettent à en pêcher. Qu'est-ce qu'elles font? Les poissons, elles les font cuire dans de l'eau chaude. Et en fait, elles vont prendre après le poisson, extraire l'huile qui sort du poisson. Avec ça, je faisais une première chose. Avec cette huile, apparemment, elle avait des vertus apaisantes, cette huile. Et donc, elle massait les plaies de leur mari, là où les bourreaux avaient frappé. Et là, tu te dis, bon, ben, c'est notre histoire, c'est nos femmes qui récupèrent les maris qui sont en Milouim, on en parlait. Ouais, comment je fais pour penser sa douleur? On s'est croisés au café la semaine dernière, voilà, et je parlais avec une amie, et cette rencontre m'a vraiment bouleversée. Je me suis pas rendu compte, en fait, elle vit depuis 5 mois. Et donc ce que j'ai compris, c'est que son mari, donc déjà, c'est un fantôme, il n'est jamais là, il débarque, c'est une surprise à chaque fois, on ne sait pas quand est-ce qu'il vient, quand est-ce qu'il vient pas. Et en fait, quand il est là, ce qu'il me disait, c'est que c'est vraiment un zombie. Parce qu'il est très blessé, très traumatisé de tout ce qu'il voit. De ce que j'ai compris de notre rencontre au café avec cette amie, c'est que c'est un mistaravim. Un faouda. Non. Ah oui, elle me dit, ouais, tu sais, il parle couramment arabe. Tu sais, je la regarde, je me fais, mais tu vois pas qu'il a une tête d'arabe si tu rêves ça qui parle? Je fais, ah oui, je n'avais jamais remarqué. Donc, et elle est là, elle dit, il faut que je gère les enfants et le mari. Ouais. Et là, tu dis, elles sont incroyables. Et quelle force, mais quelle force. Donc ça, c'est le premier cadeau, c'est l'huile apaisante. Ensuite, elle prenait l'eau chaude. Et avec l'eau chaude, elle leur faisait un bon bain. D'accord? C'est vraiment l'idée de dire, bon, ok, on se revoit, je sais que tu souffres en ce moment, on va pas parler de ce que tu vis, ok? Mais moi, je suis là pour te faire kiffer. Je suis là pour apporter plus de plaisir. Je suis là pour me faire belle. Ça veut dire qu'elles ne sont pas en mode survie. Alors que pourtant, elles sont en plein esclavage. C'est l'horreur absolue. Elles ne sont pas en mode survie. Elles sont en mode vie. Et surtout, qu'est-ce qu'elles souhaitent faire? Ah oui, et les poissons, donc elle leur donne à manger. Alors chacune a sa sauce. Une en mode poisson chaimi, l'autre en mode gefilte fish. Chacune en fonction de ses origines. et donc, en fait, comme ça, elle les aidait à se restaurer. Mais surtout, ce qu'elles avaient en tête, au-delà de leur donner du baume au cœur, c'est que, eh bien, comme ça, peut-être que c'est écrit comme ça qu'ils pourraient s'unir dans les champs. D'accord? On imagine de la plus grande discrétion possible, mais en fait, elles éveillaient leur désir. C'est comme ça que c'est écrit. Et en fait, eh bien, ça a marché. Pourquoi ça a marché? Parce qu'en fait, eh bien, la future génération est née à ce moment-là, en pleine horreur. Et c'est cette génération qui, quelques années plus tard, va sortir d'Égypte et va être là en train de construire le Mishkan. Ça veut dire qu'on est en pleine horreur, ça va pas du tout. Et elle pense qu'à une chose, c'est donner la vie. À l'heure où les femmes en France, paraît-il, ce qu'on m'a dit, elles manifestent en ce moment. Vous êtes au courant, bah? Elles manifestent pour le droit de ne pas donner la vie. Et elles sont là, elles sont trucs. Je dis, mais d'abord, personne ne t'a obligé. Mais en plus, tu dis, bon, bah, le pays va bien, ils ne sont pas en guerre, l'économie va bien, ils ont les allocations, ils ont tout ce que tu veux. Mais ah non, on manifeste pour défendre le droit de ne pas être mère. Et ben nous, on manifeste pour justement être mère alors que ça va pas. Même quand ça va pas, on manifeste ce besoin, ce désir de créer et de procréer. Et regardez qu'est-ce qu'elles vont faire. Eh bien, c'est écrit comme ça, qu'elles avaient des miroirs en cuivre. Et en fait, elles enlaçaient leur mari. Et en fait, dans le miroir, elles pouvaient voir leur reflet à eux et leur reflet à elles. Et elles disaient, Ani nea mimcha. C'est quoi Ani nea mimcha? Alors, ça veut dire, je suis plus belle que toi, dans le sens où je suis plus optimiste que toi. Écoute, c'est pas grave. Si tu n'y crois plus, si tu as plus la force, si tu avances tête baissée et que tu encaisses des coups, alors sache que c'est pas grave. Moi, je donnerai la force pour deux. Et moi, j'y croirai pour deux. Ani nea mimcha. C'est ça ce que ça veut dire. Mais aussi, Ani nea mimcha, ça veut dire quoi?
Aninea mimcha, je profite de toi. Tu m'apportes. Vous savez, c'est comme voilà, le mari ou l'enfant, peu importe qu'il soit sur le front ou pas, qui rentre à la maison et là, elle lui dit j'ai attendu toute la journée pour te voir. C'est sympa d'être accueilli comme ça. Hein, ouais. Alors du coup, ces miroirs, vous allez voir, ça va être l'Esther de notre paracha. En fait, ils vont ouvrir le livre de Shemot et ils vont fermer de manière sublime le livre de Shemot. Et on comprend qu'en fait, c'est ces miroirs-là qui ont permis de faire le Vena Forchou, et vous allez comprendre pourquoi. C'est ceux qui ont permis en fait de faire tout le renversement de situation. Alors venez, on fait une petite rétrospective sur le livre de Shemot. Ok ? Un peu comme, vous savez, Google, des fois, Google Picture, il vous fait rétrospective 2023. Je dis, sympa, il avait fait ça. Je dis, bon. Alors, rétrospective du livre de Shemot. On a commencé donc par l'esclavage en Égypte et on poursuit par quoi? Par l'épisode du veau d'or. L'épisode du veau d'or, donc on connaît l'histoire. Moshe est parti. Ils ont attendu, parce que Moshe leur a dit, vous inquiétez pas, je reviens dans 40 jours, ok, pas de problème, ils sont là, ils sont sur la montre, ils regardent, etc. 40e jour, Moshe ne se pointe toujours pas, et là, il rentre en panique. Et donc, ils décident, sous l'influence du Erev Rav, de construire un nouveau substitut de leur relation avec Hachem. Ce sera plus Moshe, ce sera ce veau d'or. Et là, il faut bien le construire, ce veau d'or. Ils courent chez qui? Chez leur femme. Chérie, donne-moi tes bijoux. Pour faire quoi? Pour faire un veau d'or. Même pas en rêve. Tu touches pas mes bijoux. Je ne participerai pas à cette mascarade. Écoute-moi, Moshe va revenir. Ne t'inquiète pas. Ne panique pas. Nashim Sha'ananot. Elles sont restées confiantes. Nous dit le Ishayahu, il dit Banot Botrot. Banot Botrot. Elles sont sereines, elles ont confiance. Ne panique pas, ne panique pas. Mais moi, je ne te donnerai pas mes bijoux. Aucune femme, mais alors absolument aucune femme n'a participé à la faute du veau d'or. Aucune. Absolument aucune. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire quoi qu'elles ont été fortes comme ça? Alors, en fait, cet épisode, c'était un peu l'épreuve de leur bitachon, de leur confiance. Pourquoi? Parce que, oui, ils avaient entendu les 10 commandements, Ani Hashem Elokecha, je suis éternel ton Dieu. Ok, tu l'as entendu, très bien. Tu l'as enregistré là dans le disque dur. Ouais, ok. Maintenant, on va passer ça à l'épreuve de la réalité. Comment tu fais quand tu es en panique? Quand tu es pris par surprise? Quand ton protecteur, Moshe, il n'est plus là? Cette épreuve, c'est quoi? C'est comme si on leur avait retiré leur filet de sécurité. Mais qu'est-ce que tu fais quand on te retire ton filet de sécurité? En fait, c'est très simple. Si tu veux pas chuter, t'as qu'une seule chose à faire, c'est à te rattraper là-haut. En fait, c'est ça le bitachon. T'es là, t'es en panique, c'est pas du tout comme t'avais prévu. T'es prise de court, t'as rien, personne sur qui te raccrocher. En fait, c'est le moment de se raccrocher là-haut. Et ça, les femmes, elles ont ce côté naturel à se raccrocher là-haut. C'est ça ce que nos sages nous disent. C'est ça, ça veut dire Nashim Sha'ananot. C'est pas qu'on est cool, zen, sereine. Non, non, c'est pas ça. C'est cette capacité naturellement à dire oh, je sens que je tombe là, je me raccroche là-haut. Et en fait, c'est l'épreuve de notre vie. Comment tes principes, tu les passes au filtre de la réalité? Comment tu réagis quand ton enfant, il a pris ton rouge à lèvres Maybelline et qu'il a décidé de repeindre le canapé blanc avec? Faut pas avoir un canapé blanc chez soi. Entre parenthèses. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais quand tu as été acheter une table Ikea? Donc tu t'es galéré, tu as pris la voiture, tu n'as pas voulu payer comment ça s'appelle, la livraison, donc tu t'es galéré toi-même, tu as mis le carton, tu arrives, tu dis bon allez, allons jusqu'au bout des choses. Tu la montes, tu trucs, et à la fin le sens, regardez les enfants, on a une nouvelle table de base. Ah mais c'est génial, clac, clac, paf, la table elle s'explose. Est-ce que ta Emouna, elle va pas se pulvériser en même temps que la table? Tout d'un coup, ils sont où tous les grands principes? Quand tu reçois un PV
Ouais. Moi, on connaissait le postier qui sonne chez vous à 8h du matin ou pas? Non, il vous l'a fait pas. Je sais pas, je crois qu'il a fait que moi. Il adore, je crois. Bonjour, tenez, merci à recommander. Oh, sympa. Il y a juste le prix du PV, d'accord. Okay. Tu fais quoi? Tu fais quoi quand tu as une saisie et que tu peux pas payer ta facture parce que en fait, tu as déjà atteint ton plafond de carte bleue et que de toute façon, tu es à découvert. Tu fais quoi? Parce qu'ici, en Israël, on n'a pas de plafond de sécurité, en fait. On n'a pas, vous savez, l'argent qu'on peut mettre de côté, ça n'existe pas ici. Tu termines le mois. Donc, tu n'as pas le filet de Moshe Rabbeinu de dire, c'est bon, j'ai des économies de côté. Non, chaque mois, c'est l'épreuve. Voilà. Qu'est-ce que tu fais quand on t'appelle de l'école, on te dit que ton fils a perdu connaissance? Tu t'évanouis en même temps que lui? Oh, ça m'est arrivé il n'y a pas de temps. D'accord, bah, au prochain, il va bien. Ce qu'on appelle Zman Emet. En hébreu, ça s'appelle Zman Emet. Et en fait, avant d'être mise à l'épreuve, tu sais pas toi-même comment tu vas réagir. Moi, quand je vois justement mes amis qui vont leur marier en Milouim, je sais pas, je me dis, mais je sais pas comment j'aurais réagi. Moi, si ça se trouve, je serais en train de broyer du noir, en train de longer les murs du matin jusqu'au soir. Je sais pas. Tant que tu n'as pas été mise à l'épreuve, tu ne sais pas à quel point tes principes ils sont consistants. Tu sais, c'est comme quand, la première fois avant d'accoucher, tu es là, tu dis oui, alors moi, je vais être pas comme les autres, je vais pas faire la péridurale et tout, jusqu'aux premières contractions. Et là, tu dis, bon, bah, c'est bon. Mais là, mais t'y vas. T'y vas et t'as pas peur. C'est ça, Banot Botrot. Ah, histoire de ce matin, exceptionnelle, il faut que je vous la raconte. Exceptionnelle cette histoire. Je rencontre une dame dans un cours. Elle me dit, oui, hein, tu sais, ma fille, elle a été très éprouvée. Il y a quelques mois, je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me raconte. Donc sa fille, elle est jeune, quoi. À l'époque, elle avait, je sais pas, peut-être 20 ans. Et elle est dans la rue, comme ça, en train de se balader. Et tout d'un coup, il y a un type qui débarque, qui sort de sa voiture, qui dit, ma femme est en train d'accoucher, ma femme est en train d'accoucher. Et là, la femme, elle sort et dit, tu peux l'accoucher, s'il te plaît? Et il part. Et là, la petite qui a 20 ans, qui n'est pas mariée, qui ne sait pas comment ça se passe, elle dit, elle se retrouve en train d'accoucher la dame, quoi. Non, oui, c'est merveilleux, mais elle était très, très choquée. Ça veut dire après les gens, voilà, de Yehoud Ve'atzala et tout, ils ont dit, ok, un chapitre très poule. Alors, elle a besoin d'aller chez une psy. Elle savait pas tout ça. Et même quelqu'un qui sait, c'est-à-dire que de le voir, c'est tout. Et lui, le mari est parti. Tu vois, et là tu dis alors vraiment banote bonne trotte quoi, vraiment on n'a pas peur, on doit y aller, d'accord. Donc j'ai pas dit qu'elles sont indifférentes, j'ai pas dit qu'elles sont impassibles, j'ai pas dit qu'elles sont inconscientes, j'ai dit qu'elles s'accrochent très fort, et comme elles s'accrochent, elles sont tendues, c'est pas qu'elles sont détendues, zen, etc. Comme encore une autre dame avec qui je parlais, elle me dit regarde, j'avais mon fils qui était un qui était dans le Shomron, l'autre qui était dans le Otef Gaza, dans le pourtour de Gaza, et l'autre, il a fait une demande, il a absolument voulu être pris pour, comment on dit, les Gaïes, quoi. Ouais, pour s'enrôler. Comment on dit, oui, il a voulu s'enrôler, et bien figure-toi, Jock, il a été pris. Je suis légère. C'est tendu parce que tu t'accroches là-haut, tu t'accroches pour pas tomber. C'est ça la force, d'accord? Donc on est musclé, nous, on est musclé parce que plus tu t'accroches et plus tes muscles se développent. Ben, c'est pareil pour le bitachon, d'accord? Donc ça, si vous voulez, c'est l'épisode de Kitissa où on voit que, eh bien, elles ont leur émouna, leur confiance en Dieu a été mise à l'épreuve. Et bien, elles ont toutes, mais alors absolument toutes, reçu un 20 sur 20. Exceptionnel, d'accord? C'est pas mal, non? Katia, qu'est-ce que t'en penses? Toi aussi, 20 sur 20, plus en 20. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la sortie dans la mer, l'ouverture de la mer Rouge. Ouverture de la mer Rouge, on est là. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous connaissez l'épisode. Tout d'un coup, alors qu'ils sont vraiment en euphorie face à cet événement surnaturel, eh bien, ils vont tous entonner de manière synchronisée la Shira. Az Yashir Moshe, comme dans une comédie musicale où en fait tout le monde va avoir la même inspiration divine, avec les mêmes paroles, avec le même air, et tout le monde va se mettre à chanter ensemble, en symbiose, quoi, comme on dit à l'unisson. À l'unisson, merci Corinne, à l'unisson.
Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que le texte, il nous précise, il veut absolument préciser que quoi? Que les femmes aussi, elles ont chanté. Mais elles ont chanté accompagnées de tambourins. Et là, tu dis, mais attends, elles sont parties à minuit. Elles avaient 18 minutes pour faire leur bagage. Au milieu, elles ont dû faire des crackers. D'où tu as la présence d'esprit. Tu dis, oh, bah, je vais prendre ma flûte. D'où ça sort, quoi? D'où ça sort? Bah, ça sort qu'en fait, elle s'était préparée à ce moment. Ça peut que être parce que tu t'es préparé à ce moment, que tu t'es visualisé ce moment, que du coup, tu as eu la présence d'esprit de dire, hé, les tambourins que j'avais fabriqués en vue de ce grand jour, ils sont là, ils sont prêts. Et c'est comme ça qu'elles ont mis dans la valise avec les matzot. Vous avez vos tambourins? Oui? Oui. J'en ai un. Oh, Rachel. Il faut être prête. Il faut être prête pour ce moment-là. D'accord? Alors, c'est par cet acte concret, comprenez bien que c'est pas juste qu'elles avaient prévu le coup et donc, ah, tant mieux, elles avaient leur tambourin. C'est par le mérite de ces tambourins qu'elles ont été délivrées. C'est par le mérite du fait que tu as matérialisé ton bitachon. Comme la jeune fille qui dit, ouais, attends, tu sais quoi, moi j'y crois, qu'est-ce qu'il y a? Le prochain khatan, ce sera l'homme le plus chanceux du monde de se marier avec moi. C'est comme ça qu'on doit penser, ouais? Donc déjà, je vais acheter son talit à celui-là, qui tarde. Hein? Comme ça, on fait. Ouais, tu l'as acheté le talit? Ouais, ah d'accord, il va venir. Est-ce que vous avez vu ce film, Lahor et Takir? Ah ouais. Oui. Ouais, magnifique. Exceptionnel. Oh là là, non, il faut que tu le vois. Alors moi j'ai rien, j'ai pas de film, pas de Netflix, pas de rien du tout. Rien du tout, mais il était sur le site de Yemer Mizrahi et on pouvait le télécharger pendant, je sais pas, 72 heures, il y avait cette possibilité-là. Je dis bon, c'est rare qu'il y ait un truc pareil, donc c'est un film 100% cachère. Et en fait, c'est quoi l'histoire? C'est très marrant. C'est qu'en fait, c'est une... Elle se marie avant Hanouka? Ouais, elle va absolument se marier et donc en fait elle joue la carte bitachon à fond. Alors déjà, au début, elle raconte, il y a tous les rencontres avec les bras cassés, les cas sociaux. D'accord? Et je suis contente que ce soit mis en scène parce que c'est pour voilà, les copines qui vivent ça, des fois on a des fous rires. Des fois on a des fous rires, mais en même temps tu te dis mais ma copine elle mérite pas ça. Donc voilà, tu vois déjà toute cette partie-là. Et après, eh ben, en fait, elle décide de fixer son mariage coûte que coûte. Et donc elle envoie les invitations, elle sait pas avec qui. Elle réserve la salle, elle paye, elle fait la compte, elle a la robe, elle a le truc, et jusqu'à la dernière minute tu t'es en tension et tu vois, il est génial parce que c'est vraiment l'expression d'un bitachon jusqu'au bout quoi. Jusqu'au bout. Elle a trouvé. Ouais, vous m'avez spoilé là. Peu importe, c'est même pas ça. C'est même pas ça qui est important. Tu check le... Ah, allez, super. Donc quoi? Donc c'est les tambourins. C'est la matérialisation de mon bitachon. Et c'est ça qui nous donne du mérite. Et là arrive Parashat Vayekel. Alors Parashat Vayekel, c'est une grande louange à la femme juive. C'est la paracha qui comporte le plus de fois le mot Nashim, le mot femme. Et c'est la paracha en fait de la construction et de l'inauguration du Mishkan. Et donc là il y a marqué Vayakel et à date, je crois, il rassemble tout, Moshe rassemble tout le monde, hommes, femmes, enfants, vite, Vayakel, il les rassemble, laisse la tchouk-tchouka sur le feu, laisse les trucs, allez, venez, j'ai quelque chose à vous dire. Qu'est-ce que tu vas nous dire? On va construire le Mishkan. Le Mishkan. Le Mishkan, c'est un lieu. C'est un lieu qui est portatif, qui va nous accompagner pendant toutes nos stations dans le désert. Et en fait, c'est comme une synagogue en mode Ikea qu'on démonte et remonte à chaque fois. Pendant les 42 itinérances qu'ils vont faire, elles vont à chaque fois le démonter et le remonter. Et c'est un lieu de connexion qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et son peuple. Et ça vient, en fait, c'est une réparation de quoi? De la faute du vaudor. Ok? En fait, c'est un tikkun, c'est une réparation. Dans le sens où quoi? Où, le vaudor, vous avez brisé la connexion qu'il y avait entre vous et Hachem.
Et bien maintenant, vous allez la restituer à travers ce lieu qui vous connecte en permanence avec le divin. Ouais? Non, tu dis, attends, j'ai pas compris, Hachem, il est dedans? Non, Hachem, il n'est pas dedans. Hachem, il est là où tu mets ton cœur. Et comme ils vont mettre tout leur cœur à l'ouvrage, c'est ce qu'on va voir, et bien en fait, Hachem va résider dans chaque parcelle du Mishkan. Alors regardez comment c'est écrit. Donc il les rassemble et il leur dit, hé les gars, on construit le Mishkan là. J'ai besoin de matériaux. Et c'est écrit, Vayavohu ha'anashim al-nashim. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que oui, les femmes, elles sont venues, elles ont accouru en masse. Elles ont accouru en masse pour apporter des matériaux. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là? Premièrement, elles ont devancé les hommes. Elles sont venues avant eux. C'est ça ce que ça veut dire. Premièrement, elles sont venues, elles étaient très très zélées et après, eux, ils ont suivi. Ouais? Vous connaissez cette blague? C'est au paradis. Il y a 2 files et on dit aux hommes, voilà, ça c'est la file de ceux qui écoutent toujours leurs femmes et ça c'est la file de ceux qui n'écoutent pas toujours leurs femmes. Donc tout le monde se met à gauche, sauf un, il se met à droite. Alors il dit, ah mais toi qu'est-ce que tu fais là? Il dit, bah je sais pas, c'est ma femme qui m'a dit de me mettre. Donc voilà, ils ont suivi, c'est ça, Vayavu ha'anashim al-nashim. Donc déjà, premièrement, elles ont été plus zélées. Deuxièmement, nous dit le Ramban, elles ont été plus généreuses. Le don de bijoux était plus présent chez les femmes, nous dit le Ramban. Troisièmement, nous dit le roi Makadosh, elles ont donné ce qu'elles avaient sur elles. Et en général, quand on donne ce qu'on a sur nous, c'est ce qu'on affectionne le plus. C'est pas j'ai été chercher la bague que Tata Perla, elle m'a léguée il y a 20 ans et qui est toujours là-bas dans le... Non, c'est la bague de fiançailles, c'est les petites boucles d'oreilles, c'est la petite broche qu'elle a reçue. C'est des choses qui sont précieuses dans son cœur. Ok? Donc elles ont rajouté, elles ont apporté des choses qu'elles aiment, des choses qu'elles préfèrent. Et donc, on comprend que quoi? Que on a dit, elles sont venues toutes, sans exception. Donc elles sont venues toutes, elles ont été plus zélées, elles ont été plus généreuses et elles ont donné ce qu'elles affectionnent le plus qu'elles préfèrent. Alors que quoi? Que souvenez-vous, c'est une réparation du veau d'or. Donc elles n'ont rien à se faire pardonner. Et tu dis, mais alors là vraiment vous êtes trop forte. Franchement, vous êtes trop... Elles n'ont rien à se faire pardonner. Ils auraient pu dire, écoutez, voilà, bah écoute, c'est eux qui se sont mis dans la galère, c'est eux qui vont réparer leur galère. Ah non, il y a un projet là, je viens. Mais on n'a pas besoin, c'était bon, toi t'avais pas... Non, mais je veux, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux donner? Et elles sont là, elles ont tout donné. Alors le Keli Yakar, il dit, mais pourquoi se sont manifestées comme ça? Il y a écrit comme ça. Aval Hanashim. Les femmes qui n'ont pas voulu leur donner leurs bijoux pendant l'épisode du veau d'or. Elles n'ont pas besoin de cette réparation. Donc pourquoi elles vont donner leurs bijoux? Écoutez bien comme c'est beau. Mais Chamat Chivat HaKodesh. Parce qu'elles aiment ce qui est Kadosh. Elles aiment. Tu dis que c'est de la Torah, tu dis que c'est des mitzvot, je veux là, comment je fais pour participer? Et c'est pour ça qu'on se galère à préparer Shabbat, tu dis mais on est folle, ça veut dire avant de partir au travail à 9h du matin le jeudi, tu es en train de mettre tes poivrons au four pour quand tu vas revenir tout à l'heure, on est folle. 6h du matin, oui. Ouais, 6h du matin, ouh là, il y en a qui sont... Et tu mets ton cœur. Tu mets ton cœur dans ce que tu fais parce que tu aimes ce qui est Kadosh. Tu aimes ce qui est Kadosh. Et elles vont, en fait, c'est ça qui est très beau. Elles vont construire littéralement le Mishkan avec tous les ouvriers, avec tout le monde. Elles vont, pas seulement ça, elles vont mettre leur cœur à l'ouvrage. C'est ça ce que nous disent nos sages. Parce que tu peux faire les choses en mode pilotage automatique. Voilà, comme on a dit préparer Shabbat. Tu peux préparer Shabbat comme... Moi, je le fais en mode, voilà, j'ai ma liste, j'ai 12 choses à faire et j'ai qu'une envie, c'est de tout barrer et d'être le moment où ça y est, je bois mon café, ça y est, c'est fini, j'ai fini de préparer ça. Genre, c'est derrière moi. Mais j'ai pas du tout kiffé.
J'ai pas du tout kiffé. Et vous savez que du coup, c'est beaucoup moins bon que des femmes qui mettent le cœur dans ce qu'elles font à manger. Non, mais c'est vrai. Vous voyez, quand voilà, les grands-mères et tout. Alors, tu fais revenir et tu mets un creux. Je sais quoi, un creux? C'est quoi? Tu peux me donner des centilitres et des millilitres? Un creux. Et tu vois, tu surveilles, tu vois. Quand c'est revenu, c'est à quoi il est revenu? Il est revenu de où? L'oignon. Il est revenu de où? Donc, tu peux faire des choses en mode... Et même tout, même le ménage. D'accord? Tu peux le faire en mode... Je serais bien que quand la maison elle sera rangée, ou alors tu peux dire... Ah, ça c'est ces petits écouteurs, oh là là. C'est ta chaîne qu'il écoute des bonnes choses aujourd'hui. C'est vrai! C'est vrai! On peut faire en mode pilotage automatique pour mettre notre cœur à l'ouvrage. Et cette paracha qui va nous introduire le Shabbat, eh bien, elle va nous introduire une nouvelle notion. La notion de Melacha. Vous avez déjà entendu la notion de Melacha? Melacha, c'est en fait une action dans laquelle tu mets de toi-même. Une action dans laquelle tu mets ton cœur. À distinguer de quoi? De Avoda. Avoda, c'est en fait, oui, bah, je le fais parce qu'il faut le faire, quoi. Je le fais avec ma tête. Et Melacha, tu le fais avec ton cœur. Je le fais aussi parce que j'aime mettre mon cœur dedans. Pourtant, j'ai juste une question. La tfila, on dit pas que c'est la... Avoda, chez Balev. Avodat Halev. Tu vois qu'on a besoin... Ben justement, parce qu'en fait, ça peut être une avoda. C'est pour ça que le Shulchan Aruch dit ne vois pas ta tfila comme une corvée. Parce que quelqu'un, il peut prier et être en mode pilotage automatique. C'est peut-être pas vous, mais moi, ça peut m'arriver. Genre, je sais bon, j'ai dit ma Amida, ça y est, je peux boire mon café. Se drogue au café, c'est là. Oui, je veux. Et Melacha, ça donne le mot Malka, ça donne le mot reine. D'accord? Oved, c'est si tu restes que au stade de Oved, sans mettre justement toute la touche d'authenticité, alors tu as l'impression d'être esclave de ta vie ou esclave de ta to-do list. D'accord? Alors non, nous, on veut être dans la Melacha, on veut être dans la Malka. Et donc tout ce côté passionné dont je vous parlais, il vient notamment de Chava. Vous savez que Chava, Ève, elle a reçu une mida particulière qui s'appelle la tchouka. D'accord? C'est pas la tchouk-tchouka. Quoique elle peut mettre de la tchouka dans la tchouk-tchouka, ça veut dire c'est quoi la tchouka? C'est l'envie, la passion. D'accord? Et donc ça, en fait, on a été capable de le mettre à l'ouvrage dans la construction du Mishkan. Et regardez comme on est trop forte. C'est nous qui avons construit les tentures. D'accord? Les magnifiques tentures du Mishkan. C'est mon rêve de les voir. Apparemment, elles étaient multicolores. C'est écrit qu'elles étaient dans les couleurs du perroquet. Toutes les couleurs, toutes les tentures du Mishkan. Et c'est écrit comme ça. C'est écrit Tavu et Ha'ezim. Elles ont tricoté les chèvres. Tu dis, bah non, elles n'ont pas tricoté les chèvres, elles ont tricoté le poil de chèvre, ouais. Ah non, nos sages nous disent qu'en fait, comme elles ont constaté que le poil de la chèvre, il perdait de son lustre quand on le coupait. Et que quand il restait attaché, eh bien, il restait brillant. Qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles disaient à la chèvre, toi tu restes là. Elles avaient leur métier à tisser. Et là, elles se mettaient à tisser les poils de chèvre accrochés à la chèvre. Si ça, c'est pas une œuvre d'art, si ça, c'est pas de la génialité, bah oui, parce que quand t'es passionné, t'arrives à faire des trucs géniaux. Et même toi, après, t'es étonné par toi-même, tu dis, ah, mais moi, c'est moi qui ai fait ça. Ouais, parce que t'as mis dedans ta tchouka, t'as mis dedans ta passion. Alors, voilà, donc ça, c'est, si vous voulez, le point d'orgue de tout le livre de Shemot. Eh bien, c'est ces deux parachiotes, celle de cette semaine, celle de la semaine prochaine, que très souvent, en fait, on lit ensemble. Là, il y a quel pécoudé. Regardez comme c'est beau. Pour terminer, il dit comme ça, le Rabbi Lubavitch, il dit ces deux parachiotes, ensemble, pour terminer le livre de Shemot, c'est bizarre comme binôme. Pourquoi? Parce que Vayakel, c'est rassemblé, ça fait l'idée de quelque chose de général. Et Pécoudé, c'est l'ifcode, ça fait appel à quelque chose de singulier. Et bien, en fait, ça fait sens. Pourquoi? Parce que cette grande délivrance, cette grande Géoula qui arrive à la fin de Shemot, et qui va arriver, Bezrat Hashem, dans notre génération, elle est constituée de plein de petits détails. Petits détails singuliers que nous,
à notre image, à notre échelle, on a créé. Vous savez, c'est comme une grande image, elle est là, elle est magnifique. En fait, cette image, tu regardes de près, elle est constituée de pixels. En fait, ces pixels, c'est nos mitzvot. C'est à chaque fois, quand tu as aidé quelqu'un, quand tu as préparé Shabbat, tu as fait ta petite refrachat-trala, tu as donné du baume au cœur à quelqu'un, tu as donné une pièce à la tzedaka, tu es venu à un cours de Torah. Tu dis, bon, bah, qu'est-ce que ça fait changer le monde? Ah oui, ça fait avancer le monde. Tu es en train d'apporter ta pierre à l'édifice. Et quand on verra tout l'ouvrage à la fin, Bezrat Hashem, le Beth Amidash, on dira, ah ça c'est moi, ah ça c'est moi. Presque on aura la signature, vous savez, sur chaque petite chose, on dira, ça c'est ma contribution. D'accord? Donc c'est mon pixel à moi. Alors à la fin, donc comme je vous ai dit, ils vont commencer l'inauguration du Mishkan qui après va se poursuivre avec Parashat Vayikra. Et quand le Mishkan va être inauguré, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ils vont avoir une première image, c'est une espèce de levée de rideau, sauf que bon, c'était pas des rideaux, c'était les Anané à Kavod qui se sont levés, et tout d'un coup, ils ont constaté, contemplé, découvert le Mishkan. Et ils ont vu ça. Et là, les femmes se sont mises à être très émues. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles ont vu à l'entrée du Mishkan. Eh bien, elles ont vu quoi? Elles ont vu tous leurs petits miroirs, ces fameux miroirs de cuivre qui étaient rassemblés pour créer une chose exceptionnelle qui s'appelait la cuve. La cuve qui venait purifier les Kohanim quand ils arrivaient dans le Mishkan. Ce qui les préparait en fait à toute leur avodat kodesh. Et là, elles sont tellement émues parce que ces miroirs, je vous ai dit, ils ont une histoire. C'est ces miroirs-là qui ont donné du baume au cœur. C'est ces miroirs-là qui ont enfanté la génération qui est en train de profiter de l'inauguration de ce Mishkan. Alors, Moshe Rabbeinu leur dit, vous savez, c'était pas... comment dire, ça n'allait pas de soi. Parce que quand j'ai demandé, qui a du cuivre, encore une fois, qui c'est qui a débarqué en masse, qui veut gagner de l'argent en masse, c'est nous. Et on a débarqué avec nos miroirs. Et là, Moshe Rabbeinu a dit, mais non, je peux pas prendre des miroirs. Les miroirs n'ont pas leur place au sein du Mishkan. Le miroir, c'est un objet de vanité, d'égocentricité. Non, je prends pas ça. C'est que le stapler, une fois, on lui a amené une photo de lui. Et quand il a vu, il a dit, c'est qui? Il ressemble à mon frère. Ouais, père du Rav Kanevski. Il s'était jamais vu dans un miroir. C'est bon. Alors ça c'est stapler, c'est Moshe Rabbeinu, mais nous on dit attends, mais ces miroirs ils ont une histoire. Non, Moshe il veut pas. Et là Dieu se révèle à Moshe. Il dit tu vas prendre ces miroirs qui aiment Chavivim alay mehakol. Ils sont pour moi la chose la plus précieuse que j'affectionne le plus au monde. Pourquoi? Parce que c'est, comme je vous l'ai dit, avec ces miroirs qu'elles ont construit la génération à venir. C'est avec ces miroirs qu'elles ont remonté le Ham Israël du point le plus bas au point le plus haut, le fameux Vena Aforhu. Et pourquoi le miroir il est le symbole du Vena Aforhu? Venez, on réfléchit ensemble. Le miroir, si maintenant je mets à refléter la scène, il va mettre la scène, mais quoi? À l'envers. Comme pour te dire, tu sais, là tu vois le truc comme ça, mais en un instant ça peut se retourner complètement dans l'autre sens. Exactement comme l'histoire de Purim. La potence immense qui était une grande menace pour Mordechai. Elle a fini par pendre Aman. Le décret d'extermination pour l'Am Israël. Oui, mais c'est ce qui leur a permis à la fin d'exterminer tous leurs ennemis. Amen sur nos ennemis. Alors c'est ça en fait. C'est ça qui nous donne du bitachon. C'est de comprendre qu'en fait les choses, elles sont entre les mains d'Hachem et elles peuvent se renverser dans un claquement de doigts. Un claquement de doigts. Et que tout ce qui est angoissant, à l'heure actuelle, peut devenir une source de délivrance. D'accord? Donc voilà, on avance et on essaye de garder des forces, on essaye d'être des Nashim Shananot, des Banot Botrot, des femmes fortes. Et on y arrive, hein? Ouais, on y arrive. Et voilà, on sait qu'on avance et on fait avancer tout le Ham Israël avec nous, de nos petites mains, voilà, et avec les moyens qu'on a au bord. Ça veut dire que, elle vous a dit, elles ont trouvé quoi? Des poissons finalement et des miroirs en cuivre. Et c'est avec ça qu'elles ont créé toute la Géoula. Alors nous aussi,
peut se dire, écoute, je vais me concentrer sur le mieux que je puisse faire maintenant. Comment moi, je peux, avec les moyens qui sont les miens, faire avancer les choses. Donc, la Géoula, on ne peut pas la prédire, mais on peut agir. On ne peut pas la deviner, mais on peut la hâter et on peut même la provoquer. Et ça, c'est entre nos mains et ça dépend de notre bitachon, ça dépend de notre confiance. Et ça dépend, comme je vous ai dit, de notre force de s'accrocher là-haut, alors qu'on a l'impression qu'on est dans le vide. Mais non, on s'accroche et on s'accroche. Je termine par vous donner des shiur beit. Shiur beit, les devoirs. Premièrement, essayez sur une chose de matérialiser votre bitachon. Par exemple, ça peut être un soldat, dire je vais déjà lui acheter son costume pour son mariage. Ça peut être voilà, n'importe quoi. Voilà, pour dire attends, je suis angoissée par cette chose-là. Non, mais tu sais quoi? Je vais matérialiser ma confiance, tout ira bien. Et j'y vais, je dépense, je m'engage. D'accord? Premièrement. Deuxième, oui, et pour celles qui n'ont pas les tambourins, d'accord? Ou la robe de Mashiach. Deuxièmement, faites une corvée que vous n'aimez pas, essayez de la faire avec cœur. Mettez votre cœur à l'ouvrage parce que comme je vous ai dit, Hachem se trouve là où vous avez mis votre cœur. Donc même dans la tchouk-tchouka, il peut s'y trouver. Et dernière chose, eh bien, valorisez ce que vous faites. Parce que chaque chose que vous faites, chaque petite mitzvah, eh bien, c'est une grande avancée, c'est un nouveau pixel dans la grande image Bezrat Hachem de la Géoula à laquelle on assistera très très prochainement si Dieu veut. Voilà. Amen, amen, amen. Trop beau. Merci beaucoup.